Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Salut et bienvenue à tous dans cet épisode. Antoine, un entraîneur d'escalade que j'ai accompagné au sein du programme Audace et Résilience Coach, voulait me poser des questions et j'ai trouvé ça assez chouette. Donc j'y réponds. C'est parti. Première question, autour de la préparation mentale et puis un peu de la vision qu'on a aujourd'hui. Toi, quand tu as commencé à entraîner, c'était il y a quelques années. Moi aussi, j'ai commencé à cette époque-là et on n'en parlait pas du tout. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Pourquoi on en parlait si peu ? Donc, au moment où j'enregistre le podcast, j'ai, je sais pas s'il faut le révéler, 30 ans. Et moi, j'ai commencé à entraîner, j'avais 17 ans. À l'époque, la préparation mentale, je savais même pas que le mot existait. Et puis après, quand je suis arrivé à l'université, on parlait un petit peu de psychologie du sport. Et moi, surtout, j'allais sur le terrain et je voyais des entraîneurs, des fois, qui semblaient faire des choix sans considérer du tout le mental des athlètes. Pour ceux qui veulent voir, dans le premier podcast qui s'appelle « La place des émotions » sur Obsession Progression, dans le numéro 1, j'en parle de cet entraîneur de basket que j'ai connu à l'époque. Et pour moi, c'était un choc à l'époque de voir comme l'importance du mental, parce que je l'avais senti en tant que compétiteur, que moi je passais à côté de beaucoup de choses, et je faisais des courses en athlée où j'étais extrêmement stressé, etc. Et en fait, à l'époque, on n'en parlait pas, mais j'avais le sentiment que c'était important. Et puis, comme préparateur physique, dans mon travail, moi je m'y intéressais, mais mes collègues semblaient pas vraiment s'y intéresser. Et moi, je voulais que les athlètes puissent compter sur moi, mais eux voulaient compter surtout le nombre de séries et de répétitions. Et un jour, j'ai pris le virage vers la préparation mentale, parce qu'un formateur m'a dit « Mais Nathan, toi, je te vois pas préparateur physique, je te vois préparateur mental. » Et quand j'ai lancé mon activité, donc c'était en 2018, à l'époque, le plus grand défi, c'était non mais est-ce que la préparation mentale, ça marche ? Et maintenant, ce que je vois que les athlètes se posent et les parents se posent comme question, c'est plus est-ce que c'est un vrai truc ? Est-ce que ça marche vraiment ? C'est avec qui je vais le faire. Comme si c'était admis, c'était clair, on est en 2024, la préparation mentale, ça compte, genre le mental, ça compte. Teddy Riner dit le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Et j'y reviendrai après, mais l'impact des médias a été très très grand. Donc maintenant, les gens savent que ça compte, que c'est important, savent que les sportifs de haut niveau ont un coach mental le plus souvent, et ils sont plus au mode... à partir de quel âge je vais en faire ? Tu vois, j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui un mail d'un papa qui me dit « Mon enfant a 7 ans, est-ce qu'on peut faire de la préparation mentale ensemble ?» C'est amusant, non ? Ben, ça, c'est des questions qu'on me posait pas en 2018 et qui sont de plus en plus fréquentes avec les années qui passent. Donc, ouais, je dirais que c'est comme ça que la prépa mentale elle évolue. Si tu veux, je peux t'en dire plus sur pourquoi je pense qu'elle évolue comme ça, mais on en est là, à mon avis. Ouais, justement, c'est qu'est-ce qui a fait ce changement-là dans ces quelques années ? Puisque pendant des années, c'était quelque chose tabou, qu'on n'en parlait pas, il n'y a pas d'espace pour en parler. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'en parler librement ? Les médias et ce qui se passe dans les médias. Mais juste avant, tiens, je me dis, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit avant, parce que je suis en mode, non, mais maintenant, la préparation mentale, c'est une évidence. Mais en fait, de la même manière que je trouve, et certains endroits pourraient trouver que le droit des femmes, c'est une évidence, ben en fait, il y a plein d'endroits où c'est encore pas du tout le cas. Les femmes en parleront si elles veulent, mais moi, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, les entraîneurs avec qui je bosse, c'est ceux qui se disent, putain, dans ma formation, on m'a pas formé à la psychologie, maintenant, il faut que je m'y intéresse. Mais combien il y a d'entraîneurs qui s'intéressent pas encore à la dimension mentale ? Et puis, les parents qui me contactent, les sportifs qui me contactent, c'est ceux qui ont compris. Mais il y a un peu un biais là-dedans. C'est ce qu'on pourrait appeler le biais du psychologue. C'est que si on parle des Français que comme étant ceux qui vont voir un psy et qu'on interroge un psy sur comment vont les Français, bah, il va pouvoir parler seulement de ceux qui vont voir un psy. Et donc moi, je parle seulement de ceux qui me sollicitent, et je pense que dans le milieu du sport, bah, il y a encore plein de gens pour qui c'est pas une évidence. Mais au moins ceux à qui je parle, ceux qui viennent vers moi maintenant, c'en est une. Et je remarque que c'est un peu comme si c'était un camembert où il y a une part de plus en plus grande de gens pour qui ça le devient. Et je crois que c'est important. Et donc pour répondre à la question que tu me posais, qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là ? Pour moi, il y a essentiellement 3.
La première, c'est que les athlètes ont enfin accepté d'en parler. Avant, il y avait un truc un peu, non mais si tu t'occupes de ton mental, c'est que t'es pas fort, t'es pas un champion, voire même t'es une tapette. Il y a des milieux dans lesquels je me souviens d'avoir essayé d'intervenir, c'était le rugby. Et tu peux imaginer ce qu'on pense d'un homme fort qui va au plaquage. Et faut pas qu'il ait des problèmes avec ses émotions, tu vois. Et même eux, maintenant, ont beaucoup changé. Ils ont même un processus d'accréditation des préparateurs mentaux. Et je crois que ce qui a fait évoluer ça, c'est que les athlètes ont accepté de dire, et je pense vraiment à lui souvent, merci Teddy Riner, qui a accepté de dire, bah en fait, moi, depuis que j'ai 14 ans, je me fais accompagner, et voilà comment ça m'a aidé. Et je fais le lien avec l'autre aspect, qui est que les médias se sont engouffrés dans le sujet à fond. Et ils ont raison, c'est passionnant. Tu vois, par exemple, France Télévisions, ils ont fait ce super reportage sur Teddy Riner. Mais en fait, tous les grands médias maintenant l'ont. Que ce soit HBO, Prime, Amazon Prime, Netflix, Red Bull, bref, tous les grands médias, ils ont leur reportage où on va en profondeur sur le mental. Et par exemple, quand Netflix, ils l'ont fait sur Drive to Survive avec les pilotes de Formule 1, ou quand récemment ils ont fait celui sur le Tour de France, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, on voit des belles images de voitures à 300 km/h et de bikes dans les Alpes. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est quelle est la relation entre les cyclistes au sein de l'équipe, quelle est la relation avec le team manager, quels sont les enjeux financiers, psychologiques, avec les familles qu'il peut y avoir, le risque, le danger. Parce qu'en fait, le mental, c'est juste, je pense, le dénominateur commun qu'on a tous, les êtres humains. Donc c'est passionnant et c'est pour ça que je pense que ça marchera de fou dans les médias. Et puis c'est aussi super captivant en fait, parce que c'est là qu'il y a des émotions. Qu'est-ce qui fait un bon film? Un endroit où il y a des émotions. Donc pareil pour un bon, disons, documentaire. Et le fait que ça se soit accessible à de plus en plus grand monde, bah en fait ça normalise complètement le truc. Je pense qu'il y a plein de sujets de société qui deviennent normaux à partir du moment où ils sont mainstream, à partir du moment où ils sont très diffusés dans les médias. Et en fait c'est le cas pour la préparation mentale, c'est ce que c'est en train de devenir. Ok. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, on peut en parler plus librement, de façon plus diffuse. Et comment toi, tu verrais la préparation mentale dans les 5 années à venir? Je m'intéresse beaucoup au développement de l'intelligence artificielle, mais plus du point de vue entrepreneurial que du point de vue... enfin, plus sur l'aspect marketing et tout ça, que sur l'aspect préparation mentale en elle-même, parce que j'ai encore du mal à voir comment est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça pourrait être beaucoup influencé par les IA, même si avec les montres connectées et tout ça, il y a des choses qui sont en train de se passer. Franchement, j'ai du mal à voir ce futur-là. Par contre, ce que je vois, c'est que je me dis qu'il est possible que de la même manière qu'avant les préparateurs physiques, fallait qu'ils se fraient une place pour être dans des structures, aujourd'hui c'est évident, ils sont embauchés comme salariés par des structures, beaucoup de clubs, notamment de clubs pro en ont, alors que des préparateurs mentaux salariés, ou même engagés par des clubs, il y a 10 ans c'était impensable, il n'y en avait même pas 10 en France je pense, et puis progressivement c'est quelque chose qui pourrait être amené à évoluer. C'est-à-dire que quand moi je me suis lancé, c'était forcément un métier de travailleur indépendant, d'entrepreneur. Tu peux pas être coach mental salarié. Et un jour, et j'espère, je le souhaite, on en aura. En plus, comme ça permettra à ces gens-là de se concentrer sur leur cœur de métier. Un petit peu comme aujourd'hui, un moniteur de ski, il a pas à aller chercher des clients sur Internet. Il se pointe à l'école de ski, il donne ses cours de ski, il fait sa passion et rentre à la maison. Et je pense que ça serait chouette que certains coachs mentaux, pas passionnés par l'entrepreneuriat, contrairement à moi, puissent vivre ça. Donc, à mon avis, le métier évoluera aussi comme ça. Et je pense qu'il y aura aussi un changement, moi c'est ce que j'ai essayé d'apporter au sein des clubs, pour que beaucoup plus tôt on intègre des séances de préparation mentale dans la vie de l'athlète. Par exemple, en ski, les jours où il fait absolument dégueu, où il fait froid, on n'y voit rien, et où, parce qu'évidemment il faut former les athlètes à faire face à ces conditions-là, et où en plus tu as déjà fait ça la veille, bon bah peut-être que le lendemain, au lieu d'aller sur les skis, ça serait le moment de bosser ce qu'ils ont dans la tête. Et donc j'espère que dans le futur, ça va être mis en place de façon beaucoup plus régulière. Et je crois que ça passe par de la formation pour les entraîneurs. Parce que comment le faire quand on ne sait pas le faire, évidemment c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Audace et Résilience Coach, formation pour les entraîneurs. Ouais, du coup, quelle place tu vois pour les entraîneurs, pas ceux qui veulent être préparateurs mentaux, mais pour les entraîneurs comme toi avant quand tu étais moniteur de ski, moniteur de snowboard, comme moi maintenant moniteur d'escalade. Qu'est-ce que tu vois l'apport de cette préparation mentale dans les années à venir? Comment elle peut s'exprimer ou quel est notre rôle, nous, là-dedans? Je pense déjà que ça va rendre le métier d'entraîneur beaucoup plus intéressant. En réalité, il y a un peu un paradoxe qui est que, franchement, si on demande à tous les entraîneurs pourquoi ils sont devenus entraîneurs, je suis pas sûr qu'il y en ait qui me disent beaucoup, franchement, au basket, j'adore le shoot parfait.
la manière avec laquelle tu peux placer ton coude sous le ballon et casser le poignet, ça c'est vraiment excitant. Ce que les entraîneurs de basket ils aiment, c'est arriver dans le vestiaire à la mi-temps d'un match où c'est difficile et essayer de trouver les mots pour renverser le match. Ce qu'ils aiment, c'est la relation avec les athlètes. Ce qu'ils aiment, c'est voir des jeunes se transformer au fur et à mesure des semaines et des années. Et donc, je crois que ce qu'il y a là-dedans, il y a quelque chose de très humain. Tu vois, il y a de la communication et de la dimension mentale et tout. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si le métier d'entraîneur, depuis longtemps, ce qui est de plus excitant, c'est ce à quoi on forme le moins les gens et ce à quoi ils s'intéressent pas. Parce qu'évidemment, il faut des fondamentaux et que tu peux pas coacher au basket, tu sais pas comment le ballon, ça marche. Mais je crois que ce qui va être facilitant, c'est que autant la préparation physique, je sais pas si ça a intéressé beaucoup d'entraîneurs, mais je crois que le mental des athlètes, je vois pas comment ça pourrait ne pas les intéresser. Et donc je pense que ça va beaucoup aider. Je crois que les formations DE, GEPS, PP GEPS, etc. vont évoluer. D'ailleurs, pas plus tard qu'en mars cette année, je vais intervenir dans un BP GEPS d'équitation qui m'a dit, Nathan, on pense que c'est super important le mental, on veut former nos éducateurs à ça. Viens faire une journée de formation pour eux. Ok, j'arrive. Et ouais, je crois que ça va être ça le sens de l'évolution. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu développes sur la préparation mentale aussi intégrée finalement dans la relation entraîneur-entraîné. Qu'est-ce qu'on aime en tant qu'entraîneur finalement? Oui, c'est pas le geste parfait et comment avoir la technique parfaite, c'est qu'est-ce qu'on vit grâce à cette technique. J'espère que ça vous a plu de découvrir mes perspectives sur l'évolution de la préparation mentale. C'est un vaste sujet, on n'aura pas pu tout dire dessus, et puis ça va encore continuer de beaucoup évoluer. Mais dites-moi en commentaire sur Instagram par exemple, si vous voyez ça comme évolution aussi ou pas. Ça m'aidera beaucoup à savoir où en est le milieu. Et franchement, je pense que finalement on peut se réjouir de ça, parce qu'il y a des années, quand j'ai commencé d'une part à faire les vidéos sur YouTube, et aujourd'hui j'en ai plus de 100, même si on compte les shorts, j'en ai même plus de 200, mais si on compte les podcasts que j'ai créés, tout ça c'était avec l'intention de faire en sorte que ça devienne une évidence dans le milieu du sport, la préparation mentale, pour que plus personne ne puisse passer à côté. Je crois qu'il fallait créer ces contenus gratuits et les mettre aux yeux de tous et dans des formats qui soient captivants, pas forcément dans des livres poussiéreux, même si c'est très bien les livres, mais aussi quelque chose que tu puisses écouter en voiture quand tu te déplaces. Donc j'ai vraiment eu cette intention de faire bouger la préparation mentale comme ça. Vous savez, des fois il y a des grandes causes auxquelles on a envie de contribuer, et celle-ci c'en est une importante pour moi. Donc je suis content de voir comment ça bouge. Alors dites-moi aussi si vous trouvez que ça bouge, ou si vous trouvez que ça bouge pas et qu'il faut qu'on en fasse plus, et dans ce cas dites-moi comment, et on le fera. Merci. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!